Bienvenue à Petra, cette cité nabatéenne antique et magique, nichée au cœur des déserts jordaniens. Aujourd'hui, nous allons la découvrir. Petra est un véritable joyau d'opulence. Ses fontaines et bassins en cascade donnent l'impression d'être une reconstitution du Las Vegas de l'époque. Ils ont sculpté un monument plus haut qu'un immeuble de 10 étages sans échafaudage, sans plan et sans jamais prendre de recul pour vérifier leur travail. Petra n'est pas le début d'une histoire, c'est la fin. Il y a une autre cité perdue taillée dans la roche, quelque part par ici. J'espère bien la trouver. Le trésor de Petra défie toutes les lois connues de l'ingénierie antique. Aucune inscription, aucun outil, aucun débris, juste une symétrie parfaite, une conception parasismique et une acoustique digne des salles de concert modernes. Les sculptures, tant celles des personnages que celles des décors, sont d'une précision remarquable. Le tout est taillé dans la roche. Pourtant, lorsque les scientifiques l'ont analysé, leur découverte était non seulement déconcertante, mais impossible. Zoomez encore un peu, s'il vous plaît. Et que voyez-vous? Ah, c'est ça. Oui, essayons de voir les choses sous un autre angle. Et plus ils creusaient, plus le secret de Petra commençait à se dévoiler. Une précision que les ingénieurs modernes ne parviennent toujours pas à expliquer. Lorsqu'ils ont scanné pour la première fois le trésor de Petra à l'aide de la photogrammétrie haute résolution en 2023, ils s'attendaient à confirmer ce que les manuels scolaires répétaient depuis des décennies. Les Nabatéens avaient sculpté un magnifique monument en utilisant des techniques de soustraction élémentaire. Les analyses ont en revanche donné des mesures qui ont amené plusieurs chercheurs à penser que le logiciel dysfonctionnait. La façade, qui s'étend sur 25 mètres de large et culmine à 39 mètres de haut, présente une symétrie à 20 mm près, un degré de précision généralement atteint grâce à la modélisation laser ou aux machines industrielles de fraisage de pierre. Or, elle a été sculptée il y a 2 ans par des artisans travaillant à flanc de falaise, taillant le grès à l'aide d'outils probablement en bronze. La docteure Judith Mackenzie d'Oxford a écrit que cette harmonie ne peut exister que si les bâtisseurs maîtrisaient des relations mathématiques comme le rapport de 3 à 2 et le nombre d'or avant même de commencer à sculpter, ce qui signifie qu'ils disposaient d'un plan détaillé pour chaque centimètre enlevé. Mais voici le paradoxe qui interpelle tous les archéologues ayant visité le site. Lorsqu'on sculpte de haut en bas, il est impossible de prendre du recul pour vérifier son travail. Il n'existe aucun point de vue à l'intérieur du canyon étroit du SEQ permettant d'admirer la façade dans son intégralité. Les architectes modernes s'appuient sur des drones, l'imagerie tridimensionnelle et la modélisation numérique pour garantir la précision des proportions des édifices de grande hauteur. Les Nabatéens auraient accompli le même exploit sans même pouvoir contempler la structure dans son ensemble. L'une des découvertes les plus étranges a eu lieu lors du catalogage des marques d'outils par des archéologues jordaniens. Chaque coup de ciseau semble presque identique en profondeur et en angle, comme s'il avait été exécuté par un mécanisme de précision plutôt que par des mains humaines. Les spécialistes de la taille de la pierre font remarquer que la fatigue à elle seule devrait expliquer ces variations. Après 1 heure de sculpture en hauteur, un sculpteur moderne modifie naturellement son angle, sa pression et son rythme. Pourtant, Petra ne présente aucune trace de cette oscillation humaine. Certains théoriciens avancent que les Nabatéens auraient pu utiliser des méthodes de projection géométrique primitives similaires à celles décrites plus tard dans les manuels d'ingénierie romains, mais rien ne prouve que cette technique ait existé dans cette région. D'autres suggèrent l'utilisation d'un type inconnu de gabarit de stabilisation de la pierre ou d'un moule négatif en bois, mais aucune trace n'a été retrouvée. De quoi s'agit-il? 800 mètres cubes de grès ont été extraits avec une régularité qui, selon des maîtres tailleurs de pierre italiens ayant examiné la façade de visu
est impossible sans machines modernes. Et c'est cette affirmation qui alimente le mystère de Petra. L'anomalie acoustique inexplicable. À Petra, un phénomène se produit que les archéologues évoquent rarement et que les touristes découvrent généralement par hasard. Il survient lorsqu'on pénètre dans la chambre située derrière le trésor, ou lorsqu'on se tient à des endroits stratégiques à l'intérieur des tombeaux et monuments sculptés. La voix ne résonne pas, elle ne rebondit pas. Elle persiste, suspendue, amplifiée, presque vibrante, avant de disparaître avec une clarté surnaturelle. Des ingénieurs acousticiens ayant étudié le monastère d'Al-Kasni et le prétendu monastère en 2019 ont constaté que les chambres internes présentaient des profils de résonance similaires à ceux d'auditoriums construits à cet effet, à ceci près que ces chambres n'ont pas été construites. Elles ont été taillées dans la roche. Les implications sont considérables, car une telle acoustique ne s'obtient pas par hasard. Elle exige une maîtrise précise du volume de la chambre, de l'angle des parois, de la texture de surface et de la densité du matériau. Autant de paramètres qui doivent être calculés avant toute sculpture. Dans les amphithéâtres romains, les ingénieurs utilisaient des gradins inclinés, des murs paraboliques et une approche empirique pour optimiser l'acoustique. À Petra, en revanche, les bâtisseurs ont obtenu le même effet sonore en enlevant de la matière et non en ajoutant. Aucune inscription n'explique comment ni pourquoi, mais des chercheurs de l'Université d'Amman et du MIT, qui ont analysé les réponses en fréquences sonores en 2021, sont parvenus à une conclusion troublante. Les bâtisseurs de Petra ont intentionnellement accordé la pierre. Grâce à une technologie aujourd'hui disparue, ils semblent avoir manipulé les harmoniques acoustiques pour orienter la propagation du son à l'intérieur de la pierre, probablement afin d'amplifier les chants cérémoniels, les discours publics ou les expériences rituelles. L'exemple le plus connu se trouve dans le tombeau de l'urne. Si vous chuchotez près du mur du fond, votre voix est amplifiée et résonne distinctement à travers tout le portique avant, un phénomène invisible de l'extérieur. Mais comment ont-ils pu prédire ces effets sans voir l'ouverture? Certains théoriciens suggèrent l'utilisation de plaques vibrantes ou de tests de résonance rudimentaires, comme la technique de Chladni, où du sable dispersé sur des surfaces vibrantes révèle des motifs de fréquence. Cependant, rien ne prouve que ces méthodes existaient dans la région à cette époque. Et même si elles existaient, cela n'expliquerait pas comment le dessin a pu être transposé sans erreur en gravure rupestre. Les systèmes hydrauliques sophistiqués dont Petra n'aurait pas dû bénéficier. Bien avant d'atteindre la splendeur du trésor de Petra, on aperçoit quelque chose qui passe souvent inaperçu. De petits canaux de pierre creusés à flanc de falaise, parallèles aux parois abruptes du canyon. Au premier abord, ils ressemblent à des rainures naturelles. Mais non, elles font partie de l'un des systèmes de gestion de l'eau les plus sophistiqués du monde antique, conçus à la perfection et pourtant largement méconnus. Petra reçoit moins de 10 cm de pluie par an et se situe dans un environnement si aride qu'il ne devrait pas permettre le développement d'une population florissante, et encore moins d'une métropole regorgeant de jardins, de fontaines, de bassins et de lieux de purification rituelle. Pourtant, à son apogée, Petra non seulement abritait des dizaines de milliers d'habitants, mais approvisionnait également en eau les villages environnants. Comment? En 2015, des hydrologues du King's College de Londres ont publié un rapport révolutionnaire après avoir cartographié les systèmes hydriques souterrains et rocheux de Petra grâce à un radar à pénétration de sol et à des images satellites infrarouges. Leurs découvertes les ont stupéfiés. Un vaste réseau de citernes dissimulées, de canalisations en céramique, de chambres à pression contrôlée et de régulateurs hydrauliques taillés avec une telle précision
permettait de maintenir un débit constant sur des kilomètres de terrain accidentés. Plus remarquable encore, les canaux étaient recouverts d'un enduit imperméable et équipés de pièges à sédiments pour éviter tout colmatage, une technologie qui n'était pas attendue dans cette région avant au moins 1000 ans. Un aqueduc principal, creusé dans des falaises de grès verticales, ne présentait qu'une dénivellation de 30 mètres sur une longueur de 7 km, assurant ainsi une circulation d'eau constante, sans stagnation ni débordement. Ce niveau de contrôle des pentes exige des outils topographiques modernes. Les Nabatéens n'en possédaient aucun. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Mais c'est là que le mystère s'épaissit. Certains segments du système d'aqueduc de Pétra traversent la roche-mère selon des angles et des racines qui laissent supposer une connaissance préalable de la géologie du sous-sol. Il n'y a pas de faux tunnels, pas de forage d'essai. Chaque coupe est raccordée. C'est comme si les planificateurs savaient déjà où se situaient les failles, les couches tendres et les veines aquifères. Sans outils sismiques, certains suggèrent qu'ils avaient hérité ou conservé des techniques géo-intuitives, peut-être des traditions orales ou des instruments oubliés pour sonder ou lire la pierre. Curieusement, comme pour le trésor, les Nabatéens n'ont laissé aucun document expliquant la conception de ce système. Pourquoi Pétra a-t-elle survécu à des séismes qui auraient dû la détruire? Pétra se situe dans l'une des régions les plus sismiques du Moyen-Orient, la faille transformante de la mer Morte. Cette faille passe à moins de 60 km et les archives historiques confirment qu'au moins 5 séismes majeurs ont frappé la région entre le 1er et le 8e siècle. En théorie, les monuments de Pétra devraient être réduits en ruines. Les façades verticales taillées dans un grès fragile sont particulièrement vulnérables aux cisaillements sismiques. Pourtant, le trésor, le monastère et des dizaines de tombeaux imposants sont restés debout, tandis que les ajouts romains postérieurs se sont effondrés. En 2014, une étude sismique conjointe menée par le département des Antiquités de Jordanie et des chercheurs de l'ETH Zurich a examiné la propagation des fractures à travers les monuments de Pétra. Leurs conclusions furent inattendues. Les fissures de tension s'arrêtent brusquement à des transitions sculptées spécifiques, au lieu de se propager à travers la structure, comme le prédit la physique. Ces ruptures sortes de contraintes agissent comme des amortisseurs, dissipant l'énergie sismique au lieu de l'amplifier. Les bâtiments parasismiques modernes utilisent des joints de dilatation, des couches flexibles et des points faibles conçus à cet effet pour prévenir tout effondrement catastrophique. Pétra semble présenter ces caractéristiques, mais elle est taillée directement dans la roche. Certaines colonnes ne sont pas entièrement fixées à la paroi rocheuse. Certaines corniches sont décalées de quelques millimètres par rapport au mur du fond. Il ne s'agit pas d'erreur. Il s'agit de séparations intentionnelles qui permettent des micro-mouvements lors des secousses sismiques. Plus intéressant encore, les cannelures verticales des colonnes et les reliefs en retrait augmentent la surface d'appui, réduisant subtilement la résonance pendant les secousses. Les sismologues qualifient ce phénomène d'amortissement passif des vibrations, un concept qui n'a été formellement étudié qu'au 20e siècle. Le détail le plus étonnant se cache sous terre. Des relevés par géoradar révèlent que plusieurs façades importantes sont dissimulées derrière des chambres en relief, des espaces vides creusés derrière la surface visible. Les fouilles sont par nature destructives. C'est une façon d'observer ce qui se trouve en dessous, un peu comme on passerait une radiographie avant une opération. Ces cavités réduisent la masse et la charge sismique de la structure, à l'instar des noyaux creux utilisés dans les gratte-ciels modernes. Ces chambres n'ont aucune fonction décorative. Elles ne servent pas à la sépulture. Leur seul avantage évident est leur solidité structurelle. Pourtant, aucun texte ancien ne décrit une telle technique. Les théories divergent. Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs de Pétra ont appris
au fil des générations, par tâtonnement et en perfectionnant progressivement les techniques qui fonctionnaient. D'autres suggèrent que ce savoir leur a été transmis par une civilisation antérieure déjà adaptée à cette zone de faille. Ce qui complique la situation, c'est que les structures nabatéennes et romaines postérieures de Pétra n'utilisent pas ces mêmes caractéristiques, et elles ont cédé. Des colonnes se sont effondrées, des murs se sont fissurés, des toits se sont écroulés. La logique parasismique sophistiquée semble avoir été appliquée de manière sélective, concentrée dans les monuments les plus précis. Une fois de plus, le même schéma se répète. Les structures les plus anciennes et les plus sophistiquées survivent aux forces qui détruisent les plus récentes. La technologie régresse au lieu de progresser. La pierre disparue. Où sont passés 850 mètres cubes de roche? C'est une question que la plupart des visiteurs de Pétra ne se posent jamais. Mais une fois posée, il est presque impossible de l'ignorer. Où est passée toute cette pierre? Le trésor à lui seul a nécessité le déplacement d'environ 850 mètres cubes de grès massif. Cela suffirait à remplir 3 piscines olympiques. Pourtant, aucun terril visible, aucun amas de gravats, aucun dépôt de carrière à proximité ne correspond à la signature géologique des matériaux extraits du trésor. Dans les anciennes carrières du monde entier, de l'Égypte à la Grèce, d'immenses tas de débris taillés et de noyaux de pierre mis au rebut demeurent les témoins silencieux du travail humain. Mais à Pétra, le paysage est d'une propreté étrange. En 2028, une équipe dirigée par le géologue Lorenzo Zambelli de l'Université de Bologne a tenté de déterminer où les pierres extraites avaient pu se retrouver. Grâce à l'analyse des sédiments et à la cartographie LiDAR aérienne, ils ont identifié plusieurs terrils à l'est de la ville, mais aucun ne contenait de grès dont le grain et la couleur correspondaient parfaitement à ceux du trésor. Cela a soulevé une question plus troublante encore. Les matériaux ont-ils été intentionnellement prélevés et transportés hors de Pétra? Et si oui, pourquoi? Une théorie suggère que la roche a été réutilisée pour d'autres parties de la cité. Mais là encore, les volumes ne correspondent pas. Les Nabatéens construisaient souvent avec des blocs de pierre de taille finement taillés ou creusés directement dans la falaise. Pétra n'était pas une ville à l'architecture de pierre isolée comme Rome. Une autre théorie, avancée pour la première fois en 2017 par l'archéologue français Alain Chamou, suggère que les débris étaient finement broyés et utilisés pour fabriquer un ciment hydraulique, peut-être pour sceller des citernes. Cependant, aucune trace importante de tels matériaux n'a été découverte sur l'ensemble du site. De plus, des structures plus récentes, sculptées à Pétra, présentent des amas de gravats et des chantiers abandonnés. Seuls les monuments les plus anciens et les plus raffinés, le trésor, le monastère et certains tombeaux royaux sont étonnamment propres. C'est ce qui déconcerte les experts. Les travaux ont été réalisés, la roche a été enlevée, mais les déchets ont tout simplement disparu. Certains estiment que cela témoigne d'une coordination du projet et d'une gestion des débris bien supérieure à ce qui était possible à l'époque. Peu de façades à Pétra rivalisent avec celles du monastère et du trésor. Cependant, ce type de façade est représentatif de plus de 500 autres façades à Pétra, faisant de ce style un véritable archétype des façades de tombeaux. D'autres pensent qu'il témoigne d'une chronologie plus longue, où la sculpture et le retrait des éléments se seraient déroulés par phases soigneusement orchestrées, peut-être sur plusieurs générations, et peut-être sous l'égide de plusieurs civilisations. Le grand silence. Pourquoi les inscriptions de Pétra ne correspondent-elles pas à ces monuments? Dans les civilisations antiques, plus un édifice est grand,
grandiose, plus son histoire est retentissante. Les temples égyptiens sont couverts de hiéroglyphes. Les forums romains regorgent de plaques, de dates et d'inscriptions. Mais à Pétra, qui abrite certaines des plus grandes façades rupestres au monde, on ne trouve aucun récit comparable. Les Nabatéens étaient des archivistes prolifiques. Ils gravaient des accords commerciaux, des dédicaces religieuses et des transactions quotidiennes sur les murs des tombeaux, les autels et même les récipients de saboire. Plus de 4 inscriptions nabatéennes ont été répertoriées à Pétra. Mais voici l'énigme. Aucun de ces documents ne mentionne le trésor, ni sa construction, ni son commanditaire, ni sa fonction. Rien. La docteure Laila Nemeh, épigraphiste au CNRS, a consacré plus de 10 ans au catalogage des inscriptions de Pétra. Son équipe a découvert que les inscriptions les plus complexes, celles portant des titres royaux ou des dédicaces de temples, ne se trouvaient pas sur les plus grands monuments de Pétra, mais sur des tombeaux plus petits et moins élaborés. Les édifices les plus imposants, comme le trésor, le monastère ou le tombeau à urne, sont presque totalement silencieux. Aucun texte dédicatoire, aucun symbole sculpté identifiant les dieux, les rois, ni même le défunt. Pour des édifices dont la construction a probablement nécessité des décennies, cette absence est plus qu'étrange. Elle est sans précédent. Cela a donné lieu à 2 théories concurrentes. La première théorie avance que les Nabatéens ont intentionnellement laissé ces espaces vierges, peut-être par respect pour des tabous religieux, ou parce que les monuments avaient une fonction cérémonielle indépendante de toute propriété individuelle. La seconde théorie, bien plus controversée, soutient que ces structures sont antérieures aux Nabatéens et que l'absence d'inscription s'explique par le fait qu'ils ne les ont pas construites. Cette hypothèse bénéficie d'un certain soutien. L'écriture nabatéenne se retrouve en grande majorité dans les monuments plus récents et de moindre importance de la ville. Ces derniers se témoignent d'une moindre maîtrise technique et présentent souvent des inscriptions rudimentaires, gravées à la hâte, suggérant une période de déclin plutôt que de progrès. Les épigraphistes ont également relevé que le style du trésor arbore des motifs architecturaux absents du reste de la culture nabatéenne, tels que des ornements hellénistiques et des éléments décoratifs assyriens non identifiés. Ces détails ne correspondent pas à l'installation d'un peuple de marchands nomades. Ils suggèrent plutôt un savoir-faire architectural transmis ou hérité. Enfin, un dernier détail mérite d'être souligné. En 2019, grâce à l'examen à la lumière ultraviolette, des archéologues ont identifié de faibles marques d'outils sous la surface du trésor, des gravures réalisées avant le lissage et le polissage. Certaines de ces inscriptions ne sont pas du tout nabatéennes. Elles ressemblent à des caractères proto-cyniques, un système d'écriture antérieur aux Nabatéens de plus de 1000 ans. La distorsion magnétique anormale à Pétra. En 2022, une équipe de géophysiciens de l'Université de Jordanie, en collaboration avec des chercheurs suisses, a mené une étude magnétique des monuments centraux de Pétra. Leur objectif était simple: cartographier les variations du sous-sol susceptibles de révéler la présence de chambres souterraines ou d'anciennes traces d'outils. Mais leurs découvertes soulevèrent une question d'une toute autre nature. Plusieurs monuments importants, notamment le trésor, le monastère et les tombeaux royaux, présentaient des anomalies magnétiques localisées. L'aiguille de la boussole dérivait visiblement jusqu'à 6 degrés près de certaines niches sculptées, puis revenait brusquement à sa position initiale lorsqu'on la déplaçait de quelques mètres seulement. Au départ, on a attribué ce phénomène à la présence naturelle d'oxyde de fer dans le grès, mais des carottes prélevées à proximité des zones anormales n'ont révélé aucune concentration significative de minéraux magnétiques. La composition chimique du grès était cohérente avec celle des zones environnantes, qui ne présentaient aucune interférence. Puis vint une découverte plus surprenante. Les anomalies les plus marquées se situaient à proximité d'éléments architecturaux spécifiques, colonnes, portiques et cavités sculptées,
et non dans des portions de falaise choisies au hasard. Cela excluait les variations magnétiques naturelles et orientait vers des causes d'origine humaine. Alors, comment expliquer ce phénomène? Une théorie suggère que les Nabatéens, ou les bâtisseurs des premières structures de Petra, savaient manipuler le magnétisme ou réagissaient à des flux géomagnétiques naturels. Cela peut paraître improbable, mais il existe un précédent historique. On sait que d'anciens temples en Inde et en Égypte s'alignent sur le nord magnétique plutôt que sur le nord géographique. Certains présentent même des champs magnétiques localisés, dus à des fragments de magnétite incrustés dans la pierre. Un phénomène similaire pourrait-il se cacher à Petra? Une autre théorie, proposée par la géophysicienne Mina Abdelrazek, est encore plus radicale. Elle suggère que ces anomalies pourraient être résiduelles et non intentionnelles. Autrement dit, la roche aurait pu être exposée à de fortes chaleurs ou à une énergie électromagnétique intense dans un passé lointain, laissant une signature magnétique altérée. Ceci soulève des questions que peu d'archéologues oseront aborder. Quel processus pourrait inscrire des variations magnétiques dans la pierre? Et pourquoi ces variations sont-elles toujours observées à proximité des constructions les plus précises et les plus anormales de Petra? Fait intéressant, lorsque des magnétomètres embarqués sur des drones ont survolé des zones non fouillées, des perturbations similaires ont été détectées sous la surface, sous ce qui semble être des chambres non cartographiées ou des structures effondrées. Quelle que soit la cause de cette distorsion, elle ne se limite peut-être pas aux monuments visibles. Il peut s'agir de quelque chose d'enfoui, de non encore mis au jour. Les outils qui n'ont jamais existé, ce qu'ils n'ont pas laissé derrière eux. Pour une civilisation qui aurait soi-disant taillé des villes entières dans la roche, l'un des mystères les plus criants de Petra ne réside pas dans ce qui a été construit, mais dans ce qui n'a jamais été découvert. En plus d'un siècle de fouilles archéologiques sur le site, impliquant plus de 85 missions internationales, les chercheurs ont mis au jour des temples, des tombeaux, des systèmes hydrauliques et même des chambres inachevées. Mais ils n'ont pratiquement trouvé aucun outil, aucun dépôt confirmé de ciseaux à bois, aucun fragment d'échafaudage, aucun marteau usé, aucun débris de construction ne révèle l'utilisation d'outils nabatéens. Les quelques outils découverts près des chantiers sont soit de conception cérémonielle, soit trop rudimentaires pour avoir permis de sculpter les lignes incroyablement nettes, les angles vifs et les détails millimétrés des structures les plus emblématiques de Petra. La plupart sont en bronze ou en fer et ne présentent pas les marques d'outillage uniformes et précises, visibles sur le trésor ou le monastère. En 2021, une étude archéologique détaillée menée par l'Institut archéologique allemand a conclu que l'absence de débris d'outils sur les principaux monuments de Petra ne correspond pas à la densité d'artefacts attendue pour un site de cette envergure. Autrement dit, on devrait trouver des centaines, voire des milliers, de fragments d'outils brisés ou abandonnés enfouis à la base des façades sculptées de Petra. Or, ils sont absents. Comparons cela à l'Égypte, où même les carrières abandonnées près d'Assouan regorgent de pierres à tailler et de pointes de ciseaux en cuivre. Ou à la Grèce, où les blocs de pierre portent les marques de chaque étape de construction, souvent avec les outils laissés à proximité. À Petra, c'est comme si les outils n'avaient jamais été laissés sur place ou qu'ils avaient été emportés avec précision et intention. Cela a donné naissance à une théorie marginale, mais de plus en plus débattue, selon laquelle les sculpteurs de Petra auraient utilisé un type d'outil aujourd'hui disparu, fabriqué à partir de matériaux se dégradant rapidement ou ayant été systématiquement retirés ou détruits pour des raisons inconnues. Quelques théoriciens radicaux suggèrent que ce que nous percevons comme des marques d'outils ne seraient peut-être même pas des marques d'outils au sens traditionnel,
mais plutôt le résultat d'un procédé que nous ne reconnaissons plus. Une forme de taille de pierre n'ayant laissé aucune trace d'outil identifiable. Abonnez-vous et cliquez sur la carte à l'écran.